6 enfants de la patrie, avait le peuple. Ces derniers temps, on n'a pas du tout le moral. Il y a l'autre pseudo-écrivain perfide, Focu, et imposteur de Yann Wanks qui s'est fait choper en flagrant délit d'antisémitisme et de négationnisme. Bien que nous le savions depuis des années au sujet de ses exploits qui pouvaient provoquer un scandale permanent dans le milieu ultrationniste médiatique, la conséquence de tout ça, c'est que cela a déclenché l'affaire Yann Wanks. Et pour quelle raison me direz-vous? Pour ne pas dire maintenant. On va mettre un préambule à tout ça. Vous grandissez à Orléans, un père kiné, une mère secrétaire, vous préférez au terme de parents le mot tortionnaire. Il vous martyrise, coup de pied dans les côtes, coup de poing au visage, menace de mort. Votre mère vous poursuit dans le salon avec un couteau de boucher, hurle qu'elle vous tuera, que le plus beau jour ce sera celui où elle verra votre cercueil mis à terre. On vous plonge le visage dans la cuve des toilettes, on vous force à goûter vos excréments présentés dans une assiette. À quel moment vous avez rompu avec vos parents? Il y a quelques années, je m'apercevais qu'à chaque fois que j'allais chez eux, notamment avec mes petites amies du moment, ça se passait toujours mal. Alors j'ai mis fin à cette malédiction. Il y a seulement quelques années? Oui, il y a une dizaine d'années. On met du temps à s'apercevoir de ça, vous savez. C'est pas évident d'identifier les choses. Lorsque vous avez subi ce genre de choses, vous pensez quand même que c'était inscrit dans une certaine normalité. La plus grande difficulté, c'est de comprendre que ce n'est pas normal. Et ça prend beaucoup d'années. Moi, quand j'avais 5 en maths, par exemple, je me faisais agonir de coups. Je pensais que tous les copains rentrant chez eux allaient avoir la même raclée. Et quand j'avais 4 sur 20 en maths ou 5 sur 20 et que je savais que j'allais me faire supplicier le soir à coups de rallonge électrique ou de coups de poing, je plaignais mes copains en disant « Les gars, qu'est-ce qu'on va se prendre ce soir ?» Ils voyaient pas forcément à quoi je faisais allusion. Vous allez à la piscine, vous avez le dos lacéré. Les profs ne s'en étonnaient pas forcément. C'était une période étrange. Vous ne les voyez plus finalement depuis quelques années? Vous avez vraiment rompu j'ai mis avec eux? une chape de plomb. Ouais. Ils sont où? Ils font quoi? Je sais pas. Pour moi, ils sont morts en fait. Voilà, ils m'ont mis sur terre, moi je les en ai retirés d'une certaine manière. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus en fait. C'est-à-dire que mon cerveau n'y pense jamais. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à beaucoup de gens qui souffrent de leur rapport avec leurs parents. Que les auditeurs qui écoutent cette émission se disent que s'ils n'arrivent plus à gérer leur relation avec leurs parents, si ces relations les font souffrir, il y a une solution à laquelle on ne pense jamais, qui est radicale et qui fait beaucoup de bien. Plutôt que d'essayer de leur pardonner, de les revoir, de les consulter, cessez de les voir. Faites comme s'ils étaient morts, tuez-les. Et vous en serez débarrassé et vous allez vous alléger du poids insupportable. Ce n'est pas parce que des gens vous ont mis au monde, chers auditeurs, que ces gens-là sont des gens bien. Ce n'est pas parce que des gens vous ont mis au monde que vous devez continuer à leur adresser la parole. Vous ne leur devez rien et vous pouvez vous soulager en supprimant leur existence de votre avenir. C'est ce que j'ai fait et vraiment, ça m'a fait un bien fondamental. Là, je suis un peu abattu en ce moment parce que je suis fatigué et que toute cette histoire de promotion d'un livre parlant d'une rupture me replonge dans cette histoire. Donc, c'est pour ça que vous me trouvez peut-être un peu morose. D'ailleurs, sans doute par rapport à cette enfance. La rupture est quelque chose qui m'abîme et me souille et m'humilie. Mais la vérité de ça, c'est qu'il y a un rapport entre l'enfance et le couple. On reproduit au sein du couple l'affect qu'on avait quand on était enfant. Tout le monde, là, je suis pas le seul. Quand on est dans un couple, tous les deux, que personne n'est là pour nous regarder, on pleure comme un enfant, on est capricieux comme un enfant, on pique des colères comme un enfant, les deux membres du couple. Et effectivement, quand l'enfance a été difficile, le couple est difficile. C'est d'une banalité sans nom ce que je dis, mais enfin, les banalités sont agréables à développer. Donc maintenant que vous avez tourné la page par rapport à vos parents, ça veut peut-être dire que dans le couple, ça va mieux fonctionner aussi maintenant? J'en suis certain. Ouais. J'en suis certain. Yann Wanks, vous êtes diplômé de Sciences Po, prix Goncourt du premier roman pour votre livre Jubilation vers le ciel. Il y aura aussi une bonne dizaine d'autres ouvrages. Prix Renaudot pour Naissance. C'est une belle revanche quand même sur votre enfance, justement. Et puis, même par rapport à vos parents, il n'y a pas eu une fierté quand même derrière tout ça? Et le fait que mes parents puissent être fiers de moi est un viol. Je ne supporterai pas qu'ils soient fiers que je sois devenu ce qu'ils ont tout fait pour empêcher que je fusse. Ils m'ont toujours détruit mes livres, mes manuscrits, ils ont brûlé mes dessins, j'écrivais des pièces de théâtre, ils les ont déchirées sous mes yeux. Tout ce que je suis devenu a été longtemps leur pire cauchemar. Et le fait qu'ils puissent applaudir aujourd'hui ce qu'ils m'ont empêché d'être me semble totalement pornographique, puisque vous savez que c'est un mot que j'adore. Vous pensez qu'ils l'applaudissent tout ça? Je veux pas le savoir en fait. Ah ouais. Là vous les faites ressusciter pour le bien de votre émission. Mais je les réenterre aussitôt. Ça donne confiance, ça aussi, non? Je n'ai aucune confiance en moi, je suis quelqu'un... Malgré tout ça? Non, je n'ai confiance qu'en une chose, quand j'écris, au moment où j'écris, je sais que je suis fort. Le plus grand, le plus beau, le plus fort. Sinon, je ne suis que doute, je n'aime pas mon physique, je doute de mon intelligence, je doute de mon pouvoir de séduction. Là, par exemple, pendant la tempête médiatique, il y a des femmes qui m'ont envoyé des messages, t'as vu ta gueule, etc. Donc j'appelais des copines, est-ce que tu me trouves laid? J'ai dû envoyer 250 messages, est-ce que tu me trouves laid? À des copines. Je doute de tout, en fait. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. À quelques jours de la sortie de son nouveau roman de merde, Orléans, le 21 août dernier, d'une violence assez inouïe à son endroit, le père de Yann Wanks, José, avait livré sa version de l'histoire familiale. Lui et son épouse,
toujours orléanais à ce jour, ne reconnaissent aucun fait de maltraitance sur leur fils, dans les années 70-80, contrairement à ce qui est narré dans le roman et rapporté dans les médias. Il s'agit d'un livre de vengeance contre ses parents qui sont vieux aujourd'hui. Son père âgé de 75 ans a été mis au courant du contenu du livre à venir. Des scènes de torture, des coups, du sang, des humiliations. Il y a un peu de nichon, il répondait sa poêle, hein? Je crois pas, non. On a l'impression que ce Radeko a été élevé par un couple de gestapistes et qu'il était un résistant juif qui refusait de parler. Et ça rejoint la martyrologie de Yann Moix. On a l'impression qu'il se cherche une joie personnelle et au besoin il affabule comme un enfoiré. Comme beaucoup de mythomanes, il arrange son passé pour dilater sa souffrance et accéder ainsi au prestige du martyr. Ce n'est pas très étonnant. Yann Moix la revisture est père et mère pour le succès et pour se faire accepter par l'élite. Notre cher Mad Moix se veut faire son juif, mais se plante complètement. En général, les juifs ne dénigrent pas leurs parents. C'est en 68 que des Cohn-Bendit ont poussé une influençable jeunesse à se retourner contre ses meilleurs protecteurs, autrement dit les parents. À la même époque, les Cohn et les Bendit nous assommaient avec la sainteté de leurs proches. Tout martyr, même des grands-oncles et des grands-tantes, des arrière-ancêtres, des cousins de cousins jamais fréquentés. Donc cette espèce de chien rampant et son long nez en bois de Pinocchio montre son absence de jugeote. Un pleurnicheur qui pleurniche par mimétisme, ce n'est vraiment pas suffisant pour obtenir des faveurs de la Cohn-Benditerie. C'est d'ailleurs pourquoi il offre en holocauste, comme monnaie d'échange, non pas sa petite personne insignifiante, mais celle de ses parents. N'étant pas juif, ou pas exactement, il lui faut en faire plus. Il n'est pas des leurs et ne le sera jamais. Abraham était prêt à suriner son gamin, l'inverse n'est pas envisagé. Ses pauvres parents, avec un tel fiston vide, malveillant, ingrat, il aurait eu des potentialités à la trahison, certes. Moix ne respecte même pas sa mère. Parfois les parents ne peuvent rien faire, ou faire bien peu de choses. Il y a des gosses qui naissent mal lunés, mal lotis, mal taillés, mal intentionnés, jamais contents. Des serpents qu'on réchauffe dans son sein, il faut bien l'admettre. Et d'autres qui naissent avec le soleil dans le cœur et la tête, heureusement. Mais d'autres indices peuvent expliquer les choses. Depuis qu'il avait annoncé qu'il remplacerait Émeric Caron en tant que chroniqueur dans On n'est pas couché lors de la saison 2015-2016, Moix enchaînait les interviews où il s'était confié sur son rapport à la famille. C'est bien simple, il ne compte surtout pas en fonder une. Pire encore, ce sont les liens du sang que sont venus le racisme selon lui, et c'est pour dire. Complètement branque ce connard. Mais voilà, en pleine promotion de son livre Orléans, Mad Moix se fait face depuis lundi à des accusations d'antisémitisme et de négationnisme. Oh bah merde alors. Alors comme il met des notes à tout le monde, il y a de moi que je me suis permis, j'en ai mis une, je lui ai mis 2 sur 20. Alors ils sont pas très forts en excuses les antisémites. Il y a de moi que sa défense c'est oui j'étais jeune, j'étais con, du coup j'étais antisémite. Quel rapport en fait? Yann Moix n'a pas reconnu avoir écrit des textes antisémites. Il a eu un terme beaucoup plus intéressant, à mon avis. Il a endossé. Mon cher Laurent, je vais être très franc avec vous, je me détesterais si je commençais par parler de mon livre. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon. Oui, je suis venu vous parler d'une affaire Moix qui est haïssable parce que nous parlons d'un homme qui jadis, d'un homme de lettres qui jadis a commis le pire, qui à 20 ans vomissait les juifs et la Shoah tel un nasillon ordurier et qui a continué bien tard à fréquenter quelques racailles antisémites alors qu'il est à la ville, en son cœur sans doute, en son livre, ses mots, ses engagements, ses dilections, un ami d'Israël, un ami des juifs et aussi un ami des migrants. Moi c'est quoi qui te rendait antisémite jeune? Ton acné? Tu te rends bien compte Yann que ça ne marche pas ton excuse. Alors moi c'est amusant parce que figurez-vous que j'ai 2 points communs avec Yann Moix. J'ai été jeune, j'ai été très con, ça ne m'a jamais rendu antisémite. Alors si une fois j'ai fait un acte antisémite, je le dis, j'ai jeté un jean Levi à la poubelle. Voilà. Yann Moix il a reconnu avoir fait des dessins abjects dans une publication étudiante quand il était à l'ESC Reims. Ces dessins étaient accolés à des textes, apparemment écrits à plusieurs mains. Il a dit de toute façon, les dessins, les textes sont inextricables, je ne vais pas ergoter, j'endosse le tout. À toutes les personnes, quelles qu'elles soient, celles de la communauté juive, mais tous ceux qui se sentent respirer comme des humains et non pas comme des bêtes, leur demander pardon pour les dessins choquants. Un lettré généreux, prolifique, fantasque, injuste parfois, perturbé souvent, dont on pouvait dire « Oh, ce Yann Moix, il est fou », mais dont on ne pensait guère qu'il pût être un salaud. C'est pas juif, les jeans Levi? Bon, j'ai rien fait d'antisémite. Enfin, si une autre fois, je me suis endormi à un concert d'Enrico Macias. Enfant de tout, et... Bon, c'est pas assez light comme antisémitisme. Ça n'a rien à voir avec reconnaître avoir commis des textes antisémites, et Yann Moix n'a jamais reconnu être antisémite, tout simplement parce que Yann Moix n'a jamais été antisémite. Si on fait des dessins antisémites, on peut pas dire d'ailleurs on n'est pas antisémite. Mais il a commis ces dessins qui sont objectivement abjects et qu'il serait
totalement et judiciairement et tous les jours qualifiés d'antisémites ou négationnistes. Des bandes dessinées obscènes et dégradantes de mon cru qu'elles ont pu voir. Yann Moix alors nous préoccupe au-delà de l'anecdote et me revient une vieille sagesse d'une grande américaine, Eleanor Roosevelt. Les esprits supérieurs parlent des idées, les esprits ordinaires parlent des événements, les petits esprits parlent des gens. Passons vite alors sur Yann Moix, sa psyché, ses excuses et disons simplement pour mémoire les événements d'un scandale. Alors j'ai remarqué Thomas que c'est tous les antisémites qui sont nuls en excuses quand ils se font gauler. Vous vous rappelez du couturier John Galliano, il avait dit oui j'adore Hitler mais j'ai dit ça parce que j'étais bourré. Bon, donc toi John t'es pas antisémite, c'est juste l'alcool qui te rend comme ça. Mais avec le recul, il dit moi j'ai commis ça dans une espèce de haine de moi-même, dans une espèce de provocation. Il a aujourd'hui une honnêteté, une lucidité sur cette production qui est quand même désagréable, qui l'honore. Je leur demande pardon parce que le jeune homme qui a commis ces dessins il y a 30 ans n'était pas un jeune homme à qui j'aurais serré la main aujourd'hui. Un écrivain, cinéaste et polémiste en cette rentrée sort un livre fort sur une enfance martyre. On comprend qu'Orléans, et le titre, serait sa propre histoire, mais sa famille conteste. Et Yann Moix, le battu, aurait en fait été le bourreau de son petit frère, lequel petit frère a grandi, et dénonce et sans doute fait balancer d'autres horreurs. Et l'Express exhume alors des œuvres de jeunesse, des textes et des dessins atroces que Moix va assumer en ergotant un peu. Et je demande pardon également à tous ceux qui ont combattu avec moi pendant 20 ans et qui doivent aujourd'hui peut-être tomber de très haut en se disant mais comment cet homme, il y a 3 décennies, a pu commettre de telles abjections. Il jure, pourquoi ne pas le croire, que toute sa vie d'adulte n'a été qu'une rupture avec le paumé qu'il était. Les enquêtes se prolongent, mais rien ne s'éclaircit. On nous parle aussi bien d'un film sur le négationniste Forisson que moi que serait apprécié, que d'un enfant qu'il aurait voulu noyer dans les toilettes. Et cette accumulation d'horreurs nous empêche de penser. Donc l'alcool rendrait antisémite. Et la Shoah serait juste une happy hour qui a mal tourné. C'est ça l'idée en gros. Faut bosser un peu vos excuses des antisémites. Hein. Et j'aimerais aussi demander pardon à Bernard-Henri Lévy. L'indignation, cette drogue de l'époque, n'est donc pas toute puissante, elle cède au voyeurisme, et les jours passant, on constate ceci. Ce qu'on croyait sacré, la Shoah, les camps, ne l'est pas. Simplement des prétextes comme les autres à la distraction, en médire ne provoque plus une mort sociale. Voilà, je pense qu'il est impossible pour moi de prendre la parole ce soir si je n'adresse pas du fond de mon âme et du fond de mon corps un pardon à toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées, soit parce qu'elles ont été blessées dans leur chair ou dans leur mémoire, par ces dessins obscènes et dégradants. Vous avez vu comme cette sous-merde intégrale rampant léchant le sol pour soumettre comme la dernière des serpillères. L'ancienne recrue de Ruquier n'était autre que le signataire de la préface de l'édition originale de l'ouvrage de Paul-Éric Blanc-Rue, Le monde contre soi, anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme, paru aux éditions Blanche 2007. Aujourd'hui, ce livre controversé aura fait l'objet d'une tentative d'interdiction par la LICRA en 2014. M'étonne pas. Paul-Éric Blanc-Rue, proche de Robert Florisson, figurait d'ailleurs en bonne place parmi les remerciements à la fin de Podium, film réalisé par Moix en 2004. Mais depuis, Moix publiait sur le site La règle du jeu, du juif Bernard-Henri Lévy, comme pour soutenir Roman Polanski en 2010, avait rejoint en novembre 2011 le comité d'honneur de l'Institut d'études lévinassiennes à Jérusalem, fondé par Benny Lévy, Alain Finkielkraut et BHL, et avait initié la pétition pour la panthéonisation des victimes des attentats de Charlie Hebdo. Bref, Moix avait retourné sa veste. Oh, t'inquiète pas, on a compris. Et il n'aime pas l'évocation de certains éléments de son passé. Alors, nous aimerions donc vous poser une question sur une actualité récente. Très récemment, en fait, vous avez par le passé préfacé un livre de Paul-Éric Blanc-Rue qui s'appelait Le monde contre soi. Et il a récemment été interdit par la LICRA sous son édition contre-culture. Qu'est-ce que vous en pensez juste de ça? Pourquoi diable personne dans la presse n'avait réagi? Ou plutôt pourquoi aucun journaliste, ni éditeur, ni même un sioniste pur bœuf n'a pris la peine d'aller vérifier ce que nous savions déjà sur sa trogne? Pourtant tout était là, devant leurs yeux. C'est juste incroyable cette passivité, cette complaisance crasse. Qu'est-ce qui a fait que c'est seulement maintenant que les choses sortent partout et en même temps? Est-ce que la polémique est là pour faire vendre un max son bouquin, puis le faire sauter comme un petit con de fusible au nom de l'antisémitisme tout en permettant à son éditeur sioniste de ramasser la mise, une serait-ce que pour éclipser insidieusement l'affaire du pédophile Epstein? Écoutez, il y a une réunion en ce moment même avec sa productrice Catherine Barma et des équipes de Paris Première, en ce moment même, pour décider quelle sera sur l'avenir de cette émission sur Paris Première. Je crois que cette émission ne perdurera pas sur Paris Première. En dégageant l'émission chez Moix pour d'obscures raisons d'antisémitisme, le patron du groupe M6 fait d'une pierre deux coups. Il nettoie la chaîne Paris Première d'un boulet qui ne marchait pas, et il passe pour un grand défenseur de la démocratie. Pourtant, une nouvelle
nouvelle saison de cette émission avec plus de participants que de téléspectateurs avait été signée. Les réseaux, ça sert, surtout quand on est mauvais. En parallèle, Ruquier, ce petit havre très moche devenu fric grâce à des jeux de mots de merde, et, surtout, possédant une courbure d'échine qui lui permet de se soumettre comme un chien aux autorités sionistes de la télé française. Bref, ce sale gauchiste de la pire espèce avait défendu Mad Moinx alors qu'il le déteste, mais les ordres sont les ordres, surtout quand ils émanent du juif BHL, mais le fric, c'est le fric. Conséquence, il se met en retrait des merdias dominants, c'est la cata pour Mad Moinx, qui en plus, fait face à des ventes d'Orléans, son dernier bouquin, qui ne décolle pas. Les statistiques donneront environ 4500 exemplaires vendus en 34 semaines, juste avant que Moinx devienne pleurniche et s'arrache chez Tata Ruquier, et après l'émission, en semaine 35, il n'aura vendu que 200 exemplaires de plus. Bien fait pour ta gueule, gros connard. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.